Il est 10h dans la ville de Douala, 10h également dans les autres villes du Cameroun, Yaoundé, Bafoussam, Bertoua, Tchang ou encore Maroua, mesdames et messieurs. C'est 10-12 de Zénith qui démarre sur les antennes de la meilleure des chaînes Equinox Télévision. Vous êtes avec nous, vous avez bien fait votre talk show, 2 heures d'horloge durant lesquelles on fera le round-up de l'actualité sous un prisme beaucoup plus décontracté. Toute l'équipe est décontractée, bien au complet. Il n'y a pas d'assortiment aujourd'hui. Charles Armel, Pamela Foumen, Mbombo Mbengan. Un véritable camailleux de couleurs que je ne vais pas expliquer. C'est le début de semaine et c'est un début de semaine très coloré ce matin. Un camailleux de couleurs. Vous commencez. On est lundi. Oh ouais, on est au lundi. Non, on est que lundi. On est lundi. Non, moi je suis assortie à Pamela parce qu'il y a un fond d'orange. Un fond d'orange, un bonboc aussi peut-être bien. Voilà, un bonboc c'est du jaune. Moi je n'ai qu'une seule chose à dire. L'absence de couleur, c'est la couleur. Voilà. L'histoire du jour. Bonjour le Zénith, bonjour aux téléspectateurs. Je suis maman de 56 ans et mon mari est dans la soixantaine. Nous avons 3 enfants âgés respectivement de 32, 29 et 23 ans. Mes filles sont magnifiques et elles ont été élevées et ont grandi dans un certain confort. Mes filles vivent ensemble dans un appartement qu'elles paient, les 2 aînées. Elles travaillent dans des structures financières et elles gagnent très bien leur vie. Mes filles ont été très, précoces à l'école. Elles ont rapidement et brillamment terminé les études et elles ont pu avoir des emplois. Aujourd'hui, aucune de mes filles n'a d'enfant ni de relation. Chaque fois que j'essaie de les placer avec quelqu'un, elles refusent catégoriquement en disant soit cette personne ne leur convient pas du tout, soit cette personne n'est pas suffisamment instruite à leur niveau, soit cette personne est beaucoup trop instruite à leur goût, soit. Leur père a parlé rien, grondé, menacé de son vivant, rien du tout. Le chef de famille de leur papa a également parlé, rien. Elles ont simplement dit, ok papa. S'il vous plaît, vous avez dit le papa a parlé de son vivant et elle a commencé à nous dire que son mari a 69 ans. Elle est décédée à 69 ans. De son vivant. J'ai tout essayé en vain. Malheureusement, aucune de mes filles n'a jamais présenté qui que ce soit. 32 et 29 ans, aucun retard, rien du tout. Même lorsqu'elles étaient étudiantes, jamais on ne les a vues quelque part avec un homme. Ma 3e fille de 23 ans vient de décrocher elle également son boulot et veut aller vivre avec ses sœurs aînées. Moi, je suis un peu réfractaire à cette idée. Je ne sais pas si je dois la laisser partir jusqu'ici. Mes filles sont irréprochables sur le plan du comportement. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur de mourir à n'importe quel moment à cause de ma santé qui est dégradée due à mon hypertension couplée à mon diabète. Je ne sais pas quoi faire pour que mes enfants puissent se marier. Quel langage utiliser pour dialoguer avec ces enfants et quelle peut bien être la cause d'une telle situation? Éternel célibataire, mes filles. Voilà. On dirait les 4 filles du docteur March. Vous connaissez le roman? Non. Vous devriez le lire. En 2 mots? En 2 phrases? En 2 phrases. Oui. De quoi il parle, le roman? En 2 phrases, il parle de 4 filles qui ont exactement le même comportement que vous décrivez là. La dernière, c'est encore pire parce que c'est un vrai garçon manqué, la dernière. Et du coup, le docteur March, ça devient extrêmement compliqué pour lui de devoir caser ses filles à ce moment-là. Donc, on est pratiquement dans la même situation que les 4 filles du docteur March. Marche. Ok. Oui. Marche. Comme Mars en anglais. Comme Mars. Ok. Voilà. Donc, c'est compliqué, hein. Comment on peut expliquer un phénomène pareil? C'est peut-être parce qu'elles sont allées trop loin à l'école? Bon, c'est peut-être parce qu'elles n'ont pas eu la puberté, la croissance de nous autres. C'est-à-dire? Non, c'est dire que bien qu'à une certaine époque on allait à l'école, il nous arrivait tout de même de se retrouver dans des couloirs. Je veux dire que... Non, pas forcément fermé. On vous envoyait acheter une bière ou bien une bougie. Ou bien, voilà, et vous vous retrouviez en train d'être
compter fleurette par quelqu'un. Accosté par un gars du quartier. Et malheureusement, on peut se dire que ces filles ont grandi dans un environnement où elles n'ont pas été frottées à cela et que les parents n'ont pas eu besoin de leur dire on ne veut plus jamais vous voir là-bas, que 18 ans ne vous trouve pas dehors parce qu'elles étaient toujours à la maison, toujours ponctuelles. C'est pas pour dire que avoir des enfants qui sont précoces en termes de relations d'adultes, c'est une mauvaise chose. Mais ici, moi, je vois... moi, c'est compliqué. Hein. Moi, on voit quoi? Moi, j'ai... Pourquoi vous... Franchement, Dominique Audrey, on se détend, relax, on souffle un tout petit peu. Oui. Parce que j'ai comme l'impression que vous vous retrouvez un tout petit peu dans cette histoire. Un peu quand même. Vous retrouvez qui? Un peu quand même. Comment ça? Vous voulez que vous décline mon CV ici? Non, non, surtout pas. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. C'est lundi. Vous n'êtes pas prêt. C'est lundi, on n'est pas prêt. Sérieusement, je crois que cette maman a de quoi avoir peur. Avoir une fille de 32 ans qui ne dit pas qu'il manque des soupirants, qui ne voudrait pas se retrouver avec quelqu'un, ça veut dire qu'elle sait précisément ce qu'elle veut. Quand elle dit celui-ci n'est pas suffisamment instruit, c'est normal. Personne n'a envie de se retrouver avec un gars qui va mettre le à la place de il et tout ça, de on et tout ça. C'est un peu... C'est un peu gênant. C'est trop gênant. Vous n'êtes pas avec un gars très futé. Imaginez, vous vous retrouvez à une cérémonie, à une réunion, à un dîner avec des personnes importantes de votre rang, vous, madame. Et votre fiancé balance un je l'ai dit que... Franchement, la honte. Donc oui, à ce niveau, on peut comprendre que la dame ne veuille pas. Parce que la famille étant bien placée, leur présente des... Moi, je dirais à cette maman, vos enfants font des trucs compliqués. Hein. Des trucs compliqués? Oui. Comme, je comprends pas, compliqués... Des trucs qui sont hors de la norme. Attends. Moi, je dirais... Mon cas dit un truc. Je ne dirais pas forcément LGBT. Moi, je dis peut-être l'ascension fulgurante en entreprise de vos enfants ou bien la promotion rapide de vos enfants est peut-être le résultat de compromission sur le lieu du travail qui fait que ça la contraigne à ne pas... Promotion canapé, vous pensez? Oui, peut-être. Moi, je veux dire que c'est compliqué. À 32 ans, on a envie de découvrir des choses. Mais les deux premières, de vivre des choses. Et justement, pour la troisième, ne laissez pas votre fille aller là-bas. Ne la laissez pas. Ce sont ses sœurs, on est d'accord. Mais tant qu'on ne sait pas encore pourquoi elles sont réfractaires, autant réfractaires au mariage ou bien à une quelconque relation, ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas net qui se passe avec vos filles. Et prendre le risque d'envoyer la dernière... Elles ne veulent même pas un enceinteur... Rien, elles ne veulent rien du tout. Rien du tout. Rien, que dalle. Non, les filles là... Il y a un problème c'est tordu. Vous pensez qu'il y a un problème quelque part, Maman Mengane? Vous pensez au revers de la médaille occidentale? Oui. Ah, ça y est, j'ai tapé dans le nez. Oui, mais pas sous cette forme-là. La forme que les parents ont raté l'éducation de leurs enfants. Ils se sont penchés à l'instruction. Ouais. Voici le lieu de marquer la différence entre les deux. Être éduqué, être instruit. Elles sont instruites, mais elles ne sont pas éduquées. Elles n'ont pas été socialisées. Elles n'ont pas. À l'école, la voiture vous amène rien de tout, c'est tout. C'est cela, ça c'est limite. Ça fait que même la portée normale de l'école, ils ne connaissent pas. La portée de l'école dans la société, ils ne connaissent pas. Ils connaissent la portée de l'école au sein du monde du travail. C'est tout. Or, j'allais dire, c'est un épanouissement à moitié. Partiel. Mais on a eu souvent eu des femmes comme ça qui ont pratiquement le même descriptif, mais on n'en arrive pas à ce cas où on se pose la question de savoir. Ça veut dire, c'est pas ça. Je ne sais même pas si elles savent préparer, mais bon, elles n'en ont pas fait allusion. Je pense pas. On va pas remettre en cause leur talent culinaire. Non, il y avait tout. On a dit qu'il y avait le confort. On imagine ce que maman met dans le confort. Hein. D'accord. Ménagère, je veux dire aide de maison et tout. Donc, l'autre chose, c'est que dans l'éducation de la jeune fille, c'est d'abord la socialisation. Parce qu'on peut vous agresser. On doit vous draguer.
On doit. Voilà les choses. Et c'est là où, même celles qui sont allées à l'école, peut-être qu'à leur période, il n'y avait plus ce livre-là, Aventure ambiguë. Ah oui. Voilà, donc la Grande Royale disait c'est tout. Ou alors elle apprenait ça pour avoir les points, c'est tout, ça se limite là. Comment accroître le progrès rationnel en se rapprochant le plus possible de la vérité qui est inscrite dans la nature? C'est ça la vie. C'est ça la vie. Beaucoup de nos aînés aujourd'hui, ils instruisent les enfants qui vont là-bas, ils sont dans la drogue, on fait. Bon, c'est si, ils ne sont pas dans la drogue, mais c'est sensiblement le même schéma mental. Le même schéma mental. Donc, ils sont dans les rêveries. On se dit, on attend le bon. On attend le bon de chez bon. Vous ne savez même pas ce qu'elle aime. Ça veut dire que la maman n'a pas été proche de ses enfants. Justement, parce qu'elles disent, quand il n'est pas assez instruit, c'est qu'il est con. Quand il est trop instruit, ça devient dangereux. Finalement, c'est quoi le juste milieu? Alors, on se pose la question pour elle. Le juste milieu, ça veut dire en réalité, c'est elle qui a à plaindre, ce n'est pas les enfants. Elle a déjà perdu ses enfants, ou alors elle a décidé de perdre ses enfants. Elle a décidé de perdre des enfants. Vous ne pouvez pas. C'est à travers son éducation qu'elle les a perdus? Son instruction. Il a instruit les enfants sans les éduquer. Vous avez fait les devoirs, la maîtresse a dit Oui, c'est tout. Maintenant, la vie en société, elle n'a pas intégré ses enfants. Lorsqu'on vous dit que l'enfant, fille comme garçon, jusqu'à 10 ans, doit être élevé comme un esclave, c'est là où on l'écoute, on l'envoie. L'esclave obéit. L'esclave doit obéir à tout. C'est à partir de 11-12 ans que vous commencez à lui expliquer que bon, tu sais, je te tapais parce que bon, maintenant sache que parce qu'à un moment, lorsqu'elles vont commencer à voir leur menstruation, tu dis, tu sais, voilà. Mais on n'est pas là. Et à partir de 18-20 ans pour les filles, on commence à dire qu'à 20 ans, vous n'êtes pas en mariage, vous commencez à intégrer ça. Elles ont grandi dans quel imaginaire collectif? C'est là l'ambiguïté. Donc, elle n'a pas éduqué ses enfants. C'est vraiment une aventure ambiguë. Oui, elle n'a pas éduqué ses enfants. Donc, c'est elle le problème, ce n'est pas ses enfants. Et là, maintenant, le risque pour ses enfants, c'est de se retrouver dans les milieux où, dis donc, les hommes là même, j'ai l'argent, j'ai mis dans la même pack. Contorsion, elles vont se retrouver entre femmes. Oula, vous pensez qu'on peut faire un virage à 360 degrés juste comme ça? C'est pas un virage, leur maman les a mis où? Elle les a mis dans un carrefour, elle ne leur a pas donné des voies à suivre. Non, pas de la boussole. Voilà, c'est elle-même qui dit, papa, c'est pas mon genre. Son genre, c'est lequel? Puisque maman ne lui a pas appris son genre. C'est-à-dire que même le comportement de papa ne les inspire pas. Quel est donc ce papa? Apparemment, son père leur parle. Donc, c'était un papa. Parlait parce qu'il est décédé. Ma fille Dominique Audrey, qui cause. Mais même le chef de famille, donc, sont dans une famille qui cause. Donc, le dialogue n'est pas rompu. Mais il y a donc des sujets, j'allais dire, importants de la société qui sont restés tabous. Et croyant que c'est le bac, l'ingénieur diplôme de bon, c'est ça qui est bon. Quand on ne vous apprend pas à dresser le lit, monsieur Nding, vous aurez une agrégation en droit des affaires, en droit de ceci. Vous ne saurez pas dresser le lit. Il faudrait peut-être une agrégation en dressage de lit. Voilà. Pamela Fomène, on en parlait ici il y a quelques semaines. Est-ce que c'est pas le fait que ces jeunes filles aient mis la barre un peu trop haut quand même? Ou par rapport à quoi on doit dévier la barre. C'est une barre parce déviée. Que si elle disait à maman, on n'y est pas encore, on ne sait pas encore si c'est LGBT ou QP. Dévier, c'est la société qu'on vit, non? On vit dans une société. Et vous ne pouvez pas. Ou alors vous intégrez seulement dans la société. Mes grandes sœurs ont l'emploi, moi aussi j'ai l'emploi. Ça veut dire que ce n'est pas la barre très haut. C'est que, en fait. Je dis cela, Pamela, parce qu'elles sont diplômées, elles ont fait de grandes études. Travaillent, gagnent bien leur vie. Du coup, elles se disent, je veux pas un mec qui gagne moins que moi. Je veux pas un homme qui soit moins instruit que moi. Je veux pas un homme qui soit trop instruit parce que c'est dangereux. Est-ce qu'à ce moment-là, on n'y est pas, on est un peu trop dans Alice au pays des merveilles quand même, vous croyez pas?
À 32 ans, on n'a pas une stabilité et on ne cherche pas à en avoir. Pour le cas des jeunes filles, parce que l'histoire nous dit à aucun moment qu'elles ont envie peut-être de se mettre en couple ou bien. On ne parle même pas d'un dragueur avétéré qui... La mère va jusqu'à dire que j'ai eu à présenter des hommes à mes filles, mais aucune d'elles n'est intéressée par... c'est pas leur goût. Non, je crois qu'elles ont, on va parler comme au quartier, elles ont levé le niveau, c'est un peu fort. À un moment donné, on fait avec... Où elles ont baissé le niveau. Non, elles n'ont pas baissé, sinon elles auraient accepté... C'est un niveau bas. Proposition des parents ou bien alors de la mère, elles ont levé le niveau, mais je dis à un moment donné, à défaut de ce qu'on veut, on fait avec ce qu'on a. Pourquoi? Parce que je ne suis pas très d'accord quand Dominique dit on peut pas se mettre en couple avec quelqu'un au lieu de dire ça, il faut faire plutôt dire cela. Non. Si vous avez quelqu'un comme ça en face de vous, je crois qu'on peut lui apprendre. Personne n'est parfait, on peut lui apprendre. On peut dire non, chérie, en milieu, on ne dit pas ça, on dit plutôt comme ça. Parce que si vous cherchez s'il décide de le prendre bien, hein, parce que... non, c'est votre mari, vous l'amenez. Pourquoi je connais des femmes qu'on a chassées du mariage simplement parce qu'elle a dit à son type que s'il te plaît, comme tu sors là, brosse-toi avant de sortir. Non, elle lui a dit de quelle manière? Il y a pas de façon de dire ça. Non, c'est votre mari. Je crois qu'il y a un ton, il y a une manière de s'habiller. Elle lui a dit, ton pantalon. Elle lui aurait pas dit. Non, elle devait faire la roulade avant. Elle lui aurait pas dit par hasard. Une jambe. Elle lui aurait pas dit par hasard, mais t'as bouché un peu de fort là. Non, elle lui a dit. C'était après les gars. C'était après les galipettes, vous voyez. Et maintenant, le monsieur improvise une sortie. Elle lui dit, ok, comme tu es en train de sortir là, n'oublie pas, profite, tu te brosses les dents. Parce que tu ne sais pas qui tu vas trouver là-bas. Quand le monsieur est revenu, elle ne lui a pas parlé comme ça. Je ne connais même pas la date. Je ne sais même pas comment l'histoire commence. Même si elle a dit que ta bouche sent. Elle ne lui a pas parlé. Si elle le dit, c'est qu'elle a vécu l'histoire. Vous l'avez pas vécu. C'est pas des hommes banals. Il y a des hommes qui n'aiment pas mettre la ceinture, par exemple. Donc ça dit qu'ils vont s'asseoir à million, on va voir le sous-vêtement. Il y a une manière de dire à son mari ou bien à son ami, je ne sais pas quoi. Mais chérie, s'il te plaît, il faut d'abord la voir. Tu lui apprends cela, ce n'est pas un problème. Il faudrait d'abord qu'on ait un mari avant de... Ou un prétendant avant de... Oui, quand même. À 32 ans, pour moi, c'est quand même beaucoup. Encore qu'on fait savoir, je ne sais pas si c'est vrai, si y avait un médecin qui pourrait confirmer qu'à un certain âge, la femme a un peu plus de complications au niveau de la conception et autres. Pour avoir une fille de 32 ans qui ne pense pas à se mettre en couple. Et puis moi, je renvoie un peu le tort sur la main. Pourquoi? Parce que je dis, si je suis maman aujourd'hui, à un certain âge, que ce soit une fille ou un garçon, moi je serais curieuse. Honnêtement parlant, je serais curieuse de savoir ma fille fréquente quel genre de personne. Que ce soit une fille ou un garçon, même si mon garçon, à partir de 25 ans, 23 ans, ça va aussi me plaire de voir mon garçon flirter avec une fille au quartier. Voilà, oui, pourquoi pas? Dit qu'elle n'a jamais vu. Je ne vais pas attendre à 32 ans pour écrire au Zénith et dire que ma fille n'arrive pas à faire ceci, à faire cela. L'autre option qu'on a évoquée, moi je refuse de croire cela. Franchement, je refuse de croire. Qu'elles ont traversé de l'autre côté. Elles ont un appétit pour des femmes. Ça, c'est un peu difficile, mais tout compte à croire que ça soit possible. Mais il y a aussi des femmes qui ont une orientation. Dominique Audrey, elle évoque plutôt une autre piste professionnelle. Genre, elles entretiendraient des relations avec leurs boss, elles ont ces trucs du genre, tant que tu es avec moi, tant que tu travailles ici, je veux voir personne d'autre. Si c'est le cas, je crois que chacune d'elles a pris la mauvaise décision. La mauvaise décision. Mais les deux, ce serait quand même étonnant que ça arrive. Une femme aujourd'hui il y a des femmes qui vont choisir, honnêtement, qui vont vous dire, moi je ne me marie pas. Oui. Il y a des femmes qui vont vous dire, moi je ne me marie pas, je fais mes enfants. Mais ni l'un ni l'autre, il y a un problème. Mais apparemment, elles ne parlent même pas d'enfants. Ni l'un ni l'autre, à 32 ans, non, je crois qu'elle doit se... Non, la maman n'a pas attendu qu'elle ait 32 ans. Hein. La maman se plaint depuis. Maintenant, le mari n'est plus là. Elle peut mourir à tout moment. Elle se dit, elle n'aura pas les petits-fils. Je fais comment? L'homme parfait n'existe pas. Envoyez votre fille de votre gars ou bien votre mari, vous façonnez. Moi, je m'adresse d'abord à la fille de 32 ans. L'homme parfait n'existe pas. Parce qu'il y a l'autre, elle va dire, non, celui-ci n'est pas comme je veux, l'autre là est moins que je veux. Non, vous prenez votre homme, vous le façonnez. C'est comme ça qu'on dit au quartier, donc chacun prend son bandit et il fait ce qu'il va faire avec. C'est ce qu'elle va faire. Elle va trouver l'homme parfait où? Vous allez trouver ça où? Vous allez trouver même un homme qui est instruit mais il n'a pas d'argent. Ça sera un problème pour vous. L'autre aura l'argent mais il ne saura pas se tenir en société. Ça sera également un problème pour vous. Ferez comment? Non, prenez votre là, alors c'est le jeu de funambule là. Ou alors il y a celui qui est instruit et qui a l'argent. Oui, et après il n'arrive pas à faire les enfants. C'est toujours un problème pour vous. Elle va toujours trouver un truc qui ne va pas. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Charles Hamel, on dit quoi? C'est à ce
ces deux jeunes filles aujourd'hui qui sont femmes fortes et indépendantes, comme on dit souvent. Ça, c'est le mot, hein. Alors, je le vois sur un triptyque. Premier. Est-ce que la femme nous a raconté toute l'histoire? Est-ce qu'elle nous a raconté toute l'histoire? Ces filles peuvent avoir été violées par leur père. Wow, là... Ces filles peuvent avoir subi un traumatisme sexuel dans leur enfance qui les conforte dans l'idée de « ensemble nous serons fortes, nous restons ensemble ». C'est une famille nantie, c'est une famille qui a tout atteint. On sait ce qui se passe dans la majeure partie, pas dans toutes ces familles, où papa se sert parfois de l'une ou de l'autre pour pouvoir réussir. Est-ce qu'elle nous a dit toute la vérité? Premier point d'interrogation. Donc, à ce niveau, dans le cas où elle ne nous a pas dit toute la vérité, il faudra aller fouiller dans le traumatisme que ces jeunes filles ont vécu, ont porté. Ça peut ne pas être le père, ça peut être un cousin, ça peut être un frère, ça peut être quelqu'un d'autre. Leur première expérience sexuelle a pu être traumatisante. Très traumatisante pour ces filles. De manière collective. Oui, c'est une chose de manière collective. Si la grande sœur l'a vécu, si la grande sœur l'a vécu et qu'elle en a parlé avec sa petite sœur peut avoir... Et que les deux même ont vécu. Donc, il peut avoir cette expérience traumatisante. On a eu l'histoire toujours amenée par Dominique Audrey sur ce même plateau d'une fille, de deux filles à qui ont avoué avoir été violées par leurs frères. Oui. Sur ce même plateau, avoir été violées par leurs frères. C'est plus tard quand le gars a commencé à avoir les problèmes, il est entré dans l'église qu'il a avoué. Donc, je convoque cette jurisprudence pour dire qu'elles peuvent avoir été violées, traumatisées par quelque chose. Est-ce que dans la façon de vivre avec leur père, il n'y a pas une forme de traumatisme où par rapport à la position que prenait le père vis-à-vis de la mère, si on doit exclure l'aspect sexuel, est-ce que son père a toujours été son père? Est-ce que ce monsieur n'a pas été une sorte de capitaine d'Omato, une sorte de bourreau, de personne assez rigoureux? Et les jeunes filles se sont dit, si c'est ainsi le mariage, eh bien ça ne sert à rien pour moi d'aller me lancer. Est-ce qu'elles n'ont pas subi? Voilà là où je mets premier facteur, premier triptyque, là, le traumatisme qu'elles auraient subi. Deuxième, là on est dans un diptyque maintenant. Est-ce que ces filles ne s'identifient-elles pas à leur père? C'est-à-dire? Ça dépend de comment on éduque. Toute fille veut ressembler à son père. Toute fille cherche à avoir l'homme qui va ressembler à son père. On nous dit plus ça. Toutes les filles s'identifient. Vous avez des parents qui disent à leur fille, attends, je vous vois là, vous ne pouvez pas prendre un gars qui est comme moi. Les beaux gars comme moi, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils font grandir les filles avec cette expression, peut-être dans le sens de stimuler. Oui, la quête de l'homme qui sera semblable à son père. Oui, où la fille dit, je veux un gars qui est le modèle de mon père. Mon père ne gronde pas, mon père ne parle pas, mon père est doux, il est amour, il est ceci. Je cherche le prototype de Jésus-Christ. Parce que mon père, c'est Jésus-Christ. Là, c'est le complexe de dire pour la fille s'identifie à son père. Où le père dit, écoutez, j'ai un doctorat, j'ai atteint le plafond de l'école, je parle que vous ne pouvez pas avoir quelqu'un en plus du doctorat, j'ai ajouté tous les MOOC qu'il y a, en plus de tous les MOOC qu'il y a, j'ai ajouté, je me suis formé, j'ai telle formation. Donc, le pédigré, quand on se rend compte que, et ça, on le voit dans les familles des hommes intellectuels, des universitaires, ceux qui ont réussi à pousser les études de loin, ils ont des enfants qui réfléchissent, qui sont carrés comme les pères, c'est-à-dire dans l'esprit purement académique. Oui. Vous pouvez le voir, et on a beaucoup sur les plateaux. Ces gars ont une façon de penser. Vous ne pouvez pas changer parce qu'ils s'identifient à un modèle assez précis. Est-ce que ces enfants s'identifient au modèle de leur père en disant mon père c'est mon maître, mon père c'est mon Dieu, je dois avoir un Tant gars... que je ne trouve pas quelqu'un comme lui, oui, je reste qui a atteint, parce qu'on l'a éduqué dans ce sens, à trouver le meilleur. Tu parles très mal français. Un père qui passe le temps à corriger les enfants, tu parles très mal français. Madame, on conjugue le verbe, on conjugue, toujours en train d'être là pour reprendre ses filles, ramener ses filles. La fille se dit, voici, comme vous avez fait tout à l'heure, vous avez cité quelqu'un, vous l'avez appelé qui là? Marche. Les 4 filles du docteur Marche.
Donc tous les jours, on lui parle de Marx, Vogela, Spinoza, Henri Bergson, Molière. Thomas Hobbes, voilà. Elles se retrouvent à écouter, elles grandissent avec ce modèle dans l'esprit. C'est difficile. Voilà une jeune fille, quand elle vient dire, papa, j'ai envie de m'amuser, mais ma fille, tu as fini de lire? Je t'ai offert un livre, Agatha Christie, est-ce que tu l'as parcouru? Sache que les plaisirs, les passions du monde. Vous voyez, les enfants élevés par les philosophes sont différents de ceux élevés par les sociologues. Donc je vous le dis parce que je reste dans l'histoire. Vous allez voir un journaliste, va être plus libertin avec les enfants. L'éducation sera différente. Un enseignant va être plus rigoureux. L'éducation d'un enfant qui dira ma mère était enseignante, mon père était enseignant, il a une façon de fonctionner. Un avocat qui va élever ses enfants, quand vous allez retrouver la façon avec laquelle l'enfant va, vous allez voir le comportement de l'enfant, toujours chercher à avoir raison, toujours être devant, vous allez vous dire, ah, son père était avocat. Donc vous voyez qu'à partir de là, on revient à l'Afrique où on dit ton père c'était qui? Donc vous vous rendez compte que là, oui, je ramène à l'étape. Qui a fauté dans l'histoire? C'est la mère. Pourquoi? Et à quel niveau? Parce que la mère n'a pas éduqué ses enfants au mariage. C'est une préparation. La jeune fille à qui on offre une poupée, c'est pour stimuler quoi? L'envie, la maternité. La maternité. Porter des bébés, bébés. Vous observez, c'est l'observation. Lorsque vous vous rendez compte que l'enfant, vous avez réussi à stimuler l'enfant, vous stoppez. Vous passez à autre chose. Elle doit commencer à manipuler les couteaux. Elle doit commencer à manipuler la cuillère. Elle doit commencer à manipuler ce qui sera dans son environnement. Aller puiser de l'eau. Vous la laissez, non, vous la laissez, pardon. Oui, vous l'habituez, toute petite, on la laisse. Ouais. Elle joue avec la cuisine, c'est les assiettes, c'est le gobelet, elle tape. Vous la laissez, vous observez. Elle est dans son domaine. Est-ce que la maman a préparé sa fille, ses filles à aller en mariage? Non. Elle a préparé plutôt des hommes. Aller à l'école, aller étudier, fréquenter mes filles. Un homme ne doit pas vous gueuler. Un homme ne doit pas vous parler fort. Chaque femme doit être indépendante. Chaque femme doit avoir son argent. Chaque femme doit, il faut être capable de vous assumer. Dire à ses belles-sœurs. Je convoque les paroles de Dominique au-dessus. Chaque femme doit être capable. Sa place doit être indépendante. Vrai ou faux? Oui, c'est la base. Ma grand-mère disait ça. Ce n'est pas à vous que je m'adresse. Je m'adresse à Pamela. C'est ça, c'est propos. Merci. Je voulais juste avoir. Vous voyez ça? Je suis aveugle sur lui. Voilà. Donc, elle compte. Non, ça va, vous avez confirmé que c'est les paroles de Dominique. Vous vous rendez compte qu'on tient donc ces propos à l'enfant qui grandit avec cela en disant voilà, papa n'a jamais sorti avec les enfants pour le restaurant, papa n'a jamais amené les enfants pour dire allez vous détendre, sortez, pratiquez une activité sportive. Les enfants sont fermés dans la maison. Ils grandissent dans un vase clos. Ils n'ont pas d'amis parce que ces filles n'ont pas de copines. On les a fermés dans un enclos. Les parents pensent qu'en le faisant, on sauve l'enfant. On le sauvegarde, on l'empêche d'aller au contact de l'extérieur. Voilà ce que ça a fait. Elles ont dit, nous sommes les meilleures copines, nous sommes les meilleurs amis. Ça a consolidé leurs liens. Elles se sont fermées définitivement. Donc, c'est la maman qui a prédisposé ses enfants. Maintenant, comment on casse? 32 ans, elles sont devenues un bois sec dans l'eau. Il n'a qu'un choix, pourri. Il n'a que dès que vous mettez le bois sec dans l'eau, il n'y a pas deux choses, c'est pourri. Donc vous pensez que le véritable combat de la mère aujourd'hui, ce serait de sauver la dernière? La mère a perdu du flegme. C'est-à-dire la légèreté de la mère, elle a perdu. Aujourd'hui, elle doit être plutôt entretenue. Est-ce que vous comprenez? Elle doit être entretenue. Donc, quand elle vient poser le problème, on ne peut pas lui dire rassemble tes filles, dis-leur que j'ai échoué, commencez à chercher un homme, commencez à faire. Si vous voyez, vous allez plus loin. C'est des jeunes filles qui avaient peur d'échanger avec leur mère. Qui avaient peur de dire à leur mère, maman, comme tu vois, j'ai un copain. Parce qu'à la maison, c'est école. Vous avez des enfants qu'on a élevés que dans l'école. L'enfant ne connaît que l'école. Quand tu dis bah, il te dit, monsieur, tu es perdu. Il te convoque une citation. Donne ta vie à Jésus. Non, pas donne ta vie à Jésus. Vous avez ceux qui ont appris à aller en même temps à l'école et à aller s'amuser. Vous avez ceux qui ont appris à aller à l'école et faire le commerce. Vous avez ceux qui n'ont appris, ils ne sont été que focus. Ils sont, après le bac, vous lui dites que va faire un petit stage, il te dit que papa, je suis perdu, je vais étudier. À la maison, tu as ses livres, il étudie. Le père dit que voilà l'autre que j'ai perdu, voilà mon intello. Maintenant, il faut dire quelque chose aux parents. Est-ce que parce que je sais lire, je sais parler français? Est-ce que parce que je sais lire et écrire, je suis intelligent? Est-ce que parce que je sais lire, écrire et compter, j'ai atteint le sommet?
Je réponds à qui vous savez en Camailleux. C'est une chute en Camailleux qu'on a aujourd'hui. Donc, Bada, désormais, votre combat, ce sera d'essayer de sauver la dernière, parce que vos deux premières filles, je ne vais pas dire que c'est des causes perdues, mais il faudra peut-être entamer un véritable dialogue franc, sincère et surtout très costaud avec elles. Nous, on vous prépare du costaud derrière, c'est la colère de Charlemagne Badjo. Je m'interroge ce jour sur la question de la négligence des pouvoirs publics face à la gestion des éboulements successifs dans ce pays. Le Cameroun est-il maudit? Nous sommes partis du ministère de l'équipement au ministère de la Ville, du ministère de la Ville au ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Comment comprendre la mauvaise gestion des crises que traverse le Cameroun? Le Cameroun, dans son évolution, a connu bon nombre d'éboulements, d'accidents mortels, d'incendies et d'inondations qui ont toujours vu la descente d'un ou de plusieurs membres du gouvernement venir au chevet des sinistrés. Comment comprendre que toutes les catastrophes qu'a connues le Cameroun, l'on a toujours eu la gestion la plus calamiteuse du genre? Regardez le dernier cas au Maroc. Regardez comment est-ce que l'État marocain a géré l'urgence. Voilà ce qu'on appelle gérer l'urgence en urgence. Comment comprendre que le Cameroun n'est pas retenu des leçons depuis l'effondrement du stade hippodrome de Yaoundé dans les années 1968? 350 morts à la clé. Comment comprendre cette absence de prévision et d'anticipation? Absence de plan d'intervention, pénurie de personnel qualifié à la prise en charge des urgences, absence de l'eau polyvalente, carence en matériel approprié pour la sauvegarde 1. Du patrimoine, 2. Le sauvetage des personnes encore sinistrées. Comment comprendre que dans cette aventure que vit le Cameroun depuis plusieurs années, on se retrouve à vite, entre guillemets, démarrer les opérations de sauvetage et à vite arrêter les opérations de sauvetage, pendant qu'ailleurs, le sauvetage se fait pendant 1 mois pour les cas les plus difficiles. 1 mois. Était-ce les moyens qui manquent? Était-ce les fonds qui manquent? Quand je parle de moyens, je parle de la logistique adaptée à chaque cas. En Europe, on est passé désormais avec l'utilisation des appareils thermiques pour détecter les corps, pour détecter les corps en chaleur, pour pouvoir rapidement sauver. Après les inondations de 2010, le gouvernement camerounais avait annoncé en grande pompe qu'il allait en 3 phases prendre des mesures urgentes. Je les cite. 1. Élaborer un plan et définir des mesures pour prévenir les effondrements des digues et réhabiliter les infrastructures liées à l'eau afin de réduire les risques futurs. 2. Renforcer la capacité des agences gouvernementales locales et nationales à se préparer et à réagir aux futures catastrophes en renforçant la préparation aux situations d'urgence et la planification des mesures d'urgence. Entre guillemets, inondation. Entre guillemets, éboulement. Entre guillemets, effondrement.
entre guillemets, accident hautement mortel. Fermez la parenthèse. 3. L'élaboration de plans d'urgence et de secours. Sur les axes routiers, élaboration de plans d'urgence et de secours. La décentralisation par la création des sites sentinelles périphériques de collecte des informations et des indicateurs de suivi. Et enfin, la publication d'un bulletin conjoncturel des risques par voie officielle tous les mois. Dix ans après, non, 13 ans après, qu'est-ce qui a changé? La question, je vous la pose, chers membres du gouvernement qui nous regardez en ce moment. Le gouvernement se soucie-t-il de la vie et du bien-être de nos populations? Aurait pu, s'il avait voulu et souhaité trouver des solutions idoines, en tout cas durables, qui porteraient un secours rapide et efficace aux populations sinistrées. Sur les axes routiers, jusqu'à ce jour, on n'a jamais appris aux populations qui résident aux abords des axes les premiers secours, les règles de premiers secours. Rien. La distance entre sur l'axe Douala-Yaoundé n'a même pas un seul hôpital de référence. À une époque très éloignée, c'était à Sarbaïmé qu'on allait se soigner. Tous partaient et ce qui avait comme cas était rapidement pris en charge. Rappel des faits. Octobre 2019, Bafoussam, 42 morts dans un glissement de terrain. Le Cameroun a été choqué. Le chef de l'État a adressé ses condoléances par voie du gouverneur. Tout s'est bien passé. On a fait des promesses. Silence. Novembre 2022, une réunion commémorative tourne au drame. Un glissement de terrain frappe une réunion commémorative à Damas, en périphérie de Yaoundé. Au moins 11 morts, 11 personnes ont perdu la vie dans cet effondrement de terrain. Les ministres sont descendus, des mesures ont été prises, on a circonscrit le terrain, averti et mettre la croix de Saint-André, on a cassé, affaire terminée. Juillet 2023, effondrement d'un immeuble de 4 étages. En Dogbon, plus de 60 morts, près d'une douzaine ou de 3 douzaines de personnes blessées. 8 octobre 2023, tragédie de Mbankolo. Qu'est-ce que cela nous a enseigné? Suivez mon regard. Vraiment, la vie ne nous a pas encore assez enseigné. Ça, ce sont les événements forts. Parce qu'il y en a eu d'autres. Le même jour de l'effondrement de l'immeuble de Ndogbon, 24 heures après, par là, on a eu Ngaoundéré. 4 morts, dans les mêmes conditions. Quelques temps avant, on a eu Sodikombo, PK13, une famille exterminée par un éboulement de terrain quasi semblable à celui de Mbankolo. Mais pourtant, Bobo Mengan connaît bien cette zone. Une ligne de faille, un gigantesque ravin de plus de 30 mètres de profondeur continue de grandir dans la zone de Sodikombo et menace toujours d'engloutir les habitations. Où est la direction de la protection civile? L'instruction ferme a été donnée à tous les maires, je dis bien tous les maires, de procéder au recensement sur les territoires et de poser des actions inhérentes à cette situation. Où est la mairie de ville? Non, je répondais justement. Bon, maintenant on se pose la question. Aujourd'hui, le maire de la ville de Douala a annoncé qu'il tient un autre colloque, sempiternel colloque, sur une affaire de patrimoine foncier. On se demande, est-ce que c'est de cela dont les populations ont besoin? Est-ce qu'il connaît l'existence de Sodikombo? Oui, il connaît. Il connaît. C'est le système qui est verrouillé. Le verrouillage nous a amené à l'impasse. Il n'y a qu'un seul centre de décision au Cameroun, c'est tout dit. La présidence de la République est devenue une nébuleuse. Et je peux vous rassurer, depuis 2019, donc après la présidentielle de 2018, on ne travaille presque plus. On attend soit le remaniement qui peut vous mettre dehors ou vous maintenir. Peut-être vous faire rentrer. Voilà, on peut rentrer.
Nathan, la prochaine élection présidentielle, ira-t-il au village ou restera? Voilà ce qui anime les dirigeants. Et le système est bloqué. Même avant d'être bloqué, comme c'est le cas aujourd'hui, il était déjà dans l'impasse depuis les années 80. D'abord, si vous prenez les deux grands principes, la déconcentration, comme vous voulez, vous avez parlé de la direction de la protection civile et tout, Oui. qui est logé au MINAD, justement suite à ce que Charles Hamel a rappelé là, l'hippodrome, un truc d'hippodrome des années 1968. Ça veut dire que chaque gouverneur de région, chaque préfet, chaque sous-préfet devait avoir une cellule qui parle de la protection civile, de la gestion des catastrophes. Et les maires qui sont plus proches des populations devaient donc, j'allais dire quoi, être en apport et avoir les moyens d'intervention. Or, comme vous avez dit, ils vont répertorier ces problèmes et les renvoyer à qui de droit. Après, on va vous citer les tests de la décentralisation. Je vous prends un cas simple. Le président régional, je vais dire le président du le conseil, maire, non, le maire de Yaoundé. Le maire de Yaoundé. C'est un ancien, je pense qu'il avait été secrétaire permanent du conseil national de la décentralisation. Vous pensez que les tests, puisqu'il était parmi ceux qui ont élaboré les tests. Oui, les rédacteurs. Pourquoi, ayant été admis à ce poste, vous savez qu'il ne comprend, il connaît bien ça. Mais est-ce qu'il a les moyens? Muet. Non, il n'a pas les moyens d'intervention. C'est le système qui, de mon point de vue, a 90% des responsabilités dans cette affaire. C'est-à-dire, même si on part sur le principe de la déconcentration, c'est-à-dire que rapprocher l'administration aux administrés, comme ils disent là, rien ne bouge. Le système de la décentralisation, c'est-à-dire le transfert des pouvoirs, bon, disons, le terme, ce pouvoir, ça va dire que je peux amener au fédéralisme. Transfert des compétences et des ressources, et rien ne bouge. Rien ne bouge. Donc, c'est le système qui a... le maire de la ville ne peut pas bien répertorier après le drame de Ndokbong et tout ce que vous voulez. Oui, parce que le maire de Bafoussam, y compris le préfet de la MIFI, après Ngouaché, ils l'ont fait. Mais pourquoi n'ont-ils pas les moyens d'intervention? Apparemment, les gens ont encore commencé à envahir Ngouaché. Bon, ils ne peuvent pas. Il y a des gens qui reviennent. Ils ne peuvent pas. C'est là, le système est bloqué. Parce que tout le monde surfe sur les 6 milliards. Mais il n'y en a pas. Donc, celui qui définit les priorités de la gestion des 6 milliards là, il est seul, on attendra le jour où après il va vous dire que la priorité c'est le nord-ouest ou le sud-ouest. Bon, là on est dans cette situation, on a pris les leçons, oui, mais parce que celui qui a le centre de santé, qu'est-ce qu'il a amené à signer un chèque d'$1 million et envoyer en Turquie? C'est la question que je m'apprêtais à poser. Il envoie en Turquie, mais chez lui, on a eu Dominique Audrey. Il envoie les matelas et tout. Les sollicitations, on va dire ça comment, les condoléances de la famille du couple présidentiel aux victimes de Mbankolo. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui circule sur la toile. Le ministre de l'administration territoriale, je suis d'humeur taquine aujourd'hui, est là avec son bout de papier. Nous ne pouvons pas débuter cette cérémonie sans nous souvenir de la catastrophe de Mbankolo qui s'est déroulée telle date, avec pour répercussion 28 morts. Vous avez vu ce que l'Assemblée a fait? Monsieur, il était là comme ça, genre... Qu'est-ce qu'il y a? Je disais donc, 28 mois, tu manques. C'était quand même risible, mais on a un président de la République qui débloque la bagatelle de près d'$1 million pour soutenir le gouvernement turc après le séisme qui est de ce côté, mais qui du côté de ces populations de Mbankolo donne des matelas et adresse des condoléances. Le paradoxe absolu quand même. Vous voulez qu'il envoie des matelas en Turquie?
Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça, Dominique Audrey? C'est une question bête. Vous voulez qu'on mette des matériaux dans le pour emmener en Turquie? Et voilà. Eh, matelas turc là-bas. C'est quoi cette question? Je vous ai dit, j'ai déjà dit ici, que les choses qui arrivent dans notre contrée ne doivent plus émouvoir. Ce qui arrive en Bankolo n'a pas l'amplitude d'un séisme. Donc on ne va pas ameuter la planète pour ça. Non, je me mets dans l'état d'esprit des gens d'en face. Les en haut d'en haut. Oui. Parce que si on ne gère pas les gens de Bankolo, mais on peut gérer les gens qui sont en Turquie, ça veut dire que ce qui s'est passé en Bankolo, ou bien qui s'est passé à Sodikombo, ou bien qui va même se passer demain à Bonabéry, on a eu Olembe, ce n'est pas, où les gens sont morts au stade d'Olembe. Qu'est-ce qu'on en a fait? Ce n'est pas un séisme. D'accord. Ça veut dire que c'est léger. Ça veut dire que il n'y a pas eu autant de morts pour qu'on se prenne la tête. On a une quarantaine ici en Dorbon. Non, c'est rien. Combien en Turquie? Évoluez par comparaison. Vous verrez vers où penche la balance. La balance pèse. Et quand vous aurez compris ça, vous n'allez plus vous émouvoir. Je suis désolée. La gestion des crises aujourd'hui chez nous est à l'image de ce don, de cette sollicitude manifeste. Cette magnanimité. À l'endroit des personnes qui en face ont également eu le même problème. Malheureusement, on est plus occupé à se donner un genre, à se présenter comme étant... Pourtant, à l'intérieur de notre maison, ce n'est pas ça. C'est à l'image de l'exemple que Mbombok et Charles Amel ont pris ici la semaine dernière, je ne sais plus trop. On fait peindre la maison de l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, même pas c'est pourri. cimenté. Même pas cimenté. Voilà. Aujourd'hui, on parle des éboulements de terrain. Il y en a eu hier. Il y en a certainement aujourd'hui quelque part sur le territoire. Et demain, il y en aura encore. Comment on fait pour gérer? On ne peut pas empêcher que la pluie ne tombe, mais on peut gérer les eaux de pluie. Si on fait un drainage efficient, on va pouvoir considérablement réduire les risques mortels qu'on encourt avec ce genre de... Les gens diront, on n'a pas d'endroit où vivre, on n'a pas d'espace où se construire, on s'est déjà construit ici et aujourd'hui l'érosion a causé. Bien que l'érosion ait causé cela, on est dirigé par des personnes qui ont la possibilité à travers le génie civil de pouvoir aménager les espaces dans lesquels les citoyens vivent. On ne va pas déménager de toutes parts du pays simplement parce que le terrain est devenu accidenté. Tout ce qu'on demande, c'est prendre des mesures. Hein. On en est même où avec l'affaire des recensements. Il va me dire comptage des immeubles. On n'en parle plus. Ailleurs, dans d'autres pays, on essaye de voir comment aménager ces endroits. Oui. Donc, si on ne peut pas délocaliser la population en leur donnant des abris, des terrains ou en aidant à la construction de nouveaux abris, on peut au moins aménager les espaces. Je crois qu'il y a des organes dans notre pays qui peuvent dire que à tel endroit, le terrain, je dis bêtement, de Bonankwamwa, c'est quoi on dit Bonankwamwa à tel genre Parler de du sol. village des gens. Vous pouvez penser dans mon village. Vous êtes sûr? Apprenez-moi à prononcer. Donc, à cet endroit, le sol est argileux, le sol est comme ça, le sol est ceci. Et si on a tel genre de choses, si on a tel genre de situation, ça fera qu'on pourrait avoir tel genre de catastrophe à telle période. Je crois qu'on a des... Je ne sais pas si on dit les géologues ou les géographes. Si, on a des géologues, des géographes. Je salue ici le professeur Mbara, il est chef de département de géographie. Avant l'écoulement de Bouéa, qui avait coûté la mort à plusieurs personnes, il avait parlé de ça. Des lahares, des coulées de boue géantes qui pourraient se produire à la faveur des saisons de pluie. Tout ça se calcule. Et rien n'a été fait. Donc si aujourd'hui ou bien demain, des gens meurent encore, ce sera simplement parce que les personnes qui nous dirigent ont choisi de rester muettes. D'accord. Pamela Fomen, je vais prendre un cas parce que c'est toujours le cas qui me dérange le plus. Cette faille de Sodikombo, c'est plus de 4 km de long. La faille? Plus de 4 km de long sur plusieurs quartiers.
entre P14, en descendant P4, même jusqu'à la cité des Palmiers, on a cette faille de plus de 30 mètres de profondeur et plus de 20 mètres de large qui ne cesse de s'élargir à vue d'œil chaque jour. On y était encore cette année. Il y a une maison qui vit littéralement au bord du précipice. Là, on ne voit pas le maire de la ville. Peut-être qu'il ne connaît même pas que Sodikombo existe. Et je préfère prévenir... Les de cette maison ne partent pas de là. Qu'est-ce qu'elles attendent? Bah justement, c'est là qu'on attend nos autorités. Délocaliser la zone. Mais on n'a rien. Et le fait est que c'est parti d'un fait assez anodin. Hein. Un pont qu'on a confié à un opérateur économique. Celui de Bankolo. Quand Oui. on vous explique Voilà, exactement comment les choses sont un passées. pont qu'on a confié à un opérateur économique qui a arrêté la construction du pont à un niveau et finalement les eaux de ruissellement ont commencé à ronger et on se retrouve avec cette gigantesque faille là. On se demande à ce moment là, au lieu de compter les immeubles, c'est quoi qu'elles font les autorités de la ville alors, finalement? On a un cas pareil. Et je crois que les populations vivent toujours. Hein. Elles vivent toujours là-bas, on y était il y a encore quelques semaines. Jusqu'à ce qu'on aura un éboulement Le pire et se puis les produise. autorités vont sortir et raconter les mêmes Après, le ministre discours. Ketcha Koutez avait dit que Non, la à un magnanimité. moment donné, je crois que les Camerounais sont fatigués de cela. Les Camerounais sont fatigués. On veut des résolutions. Vous avez parlé tout à l'heure de la direction de la protection civile. Oui. Je crois qu'ils ont un budget pour l'exercice 2023 de pratiquement 7 milliards de francs CFA. Oui. Je me rappelle pas avoir vu un élément, sauf si je me trompe, en tout cas pour le cas Bankolo, je me rappelle pas avoir vu un élément. Peut-être que les matelas de Bankolo coûtent 7 On a milliards. dit que ça venait au nom du chef de l'État, non? Ou bien ça a changé après? Ça venait au nom du chef de l'État, non? Ou bien c'est du pareil au même? Non. Je sais crois que pour être un peu plus sérieux, et on vous fait savoir que les populations n'ont pas d'abri. Moi, je ne sais pas si on pourrait peut-être interroger une personne qui vit de ce côté-là. Qu'en est-il aujourd'hui? Et ils font comment? Ils ont les matelas, ils vivent où? Est-ce qu'on a construit un abri ou est-ce qu'ils vont rester? Non. Mais à côté, on va vous dire qu'on va vous construire une maison à 2 milliards de francs CFA. Vous expliquez ça comment à votre niveau? Est-ce que ce n'est pas une Moi, j'ai arrêté d'expliquer, manifeste de ne pas vraiment... parce que les matelas, oui, bon, acceptons parce qu'en même temps, on n'a pas de choix. Mais on fait quoi des matelas? C'est ça la question. On fait quoi des matelas? Non. Il faut savoir comment est-ce qu'on a géré l'affaire Damas. On a géré la catastrophe comment? Je ne sais pas, peut-être ça date. Aujourd'hui, on a Bankolo. On en parle aujourd'hui, ça fait 1 semaine, 2 semaines. Après, on n'en parlera plus, on passera à autre chose. Jusqu'à ce qu'un éboulement... Jusqu'à ce qu'un autre événement, c'est la théorie de l'affaire dans l'affaire de Charles Armel. Vous pensez donc qu'on n'a pas géré le lac Nyos? C'est Bankolo qu'on va gérer. Ça fait plus de 30 ans aujourd'hui. 1986. Oui. Donc ça devient compliqué. Donc, beaucoup de courage. Du Et courage. puis même au niveau des chiffres, franchement, je préfère, j'ai même pas envie de revenir au niveau des chiffres. On a tous vu la vidéo. Oui, avec le ministre de l'administration territoriale. Qui a fait des territoriale. révélations, il y a eu tel nombre de morts, il y a tout. Mais on a une sortie qui fait savoir que c'est 30 morts. Et on vous dit qu'il y avait un événement ce jour, en moyenne 40 personnes sont passées dans cet éboulement. Mais on s'en tient aux chiffres officiels, 30 morts. Ah ouais, on s'en tient aux chiffres officiels. Et malheureusement, on se retrouve toujours dans ce genre de situation où on réagit après coup. C'est à se demander si on réagit. Bon, on s'émeut après coup, on va dire ça comme ça. Voilà. On s'émeut après coup. Non, on gesticule. On gesticule. Non, vous qui nous apprenez à parler français. Ensuite, on prend des photos. Bon. Voilà, on fait la gesticulation. On a eu, c'est honteux. On continue à le faire, le pays sera de plus en plus maudit. On n'aura pas suffisamment rendu hommage à nos morts. Oui. D'accord. On a eu Ngwaché, on a eu Sodikombo, on a eu Damas, on a eu Bankolo, on a eu Olembe, on a eu Dogbon, on a eu tous ces événements qui se sont enchaînés. En plus des casques qu'on a orchestrés, c'est-à-dire des colos. En plus des colos. Je parle des catastrophes indépendantes de la volonté humaine. On a eu également Ngaoundéré. C'est de la volonté humaine, comme disait Dominique Audrey, c'est pas un tremblement de terre. Je parle même pas. Donc on vous dit il y a fissure 2. Vous êtes en train de parler de ce fossé qui existe là-bas. C'est quoi? C'est nature, c'est nous. Ce n'est pas une catastrophe naturelle. Nous sommes en train de voir comment éviter les catastrophes à son peuple. Nous, notre gouvernement ne s'y intéresse pas.
On a tous ces événements-là qui s'enchaînent. Nos autorités transmettent toujours la magnanimité du chef de l'État, font des effets d'annonce. Juste derrière nous, à peine quelques mètres ici, en plein quartier d'Aqua, on a un immeuble qui avait été répertorié il y a 13 ans aujourd'hui comme présentant des risques d'effondrement. Pourtant, des gens y vivent. Des commerces s'y sont créés. Et tous les jours, parce que c'est en face de la salle des fêtes d'Aqua, tous les jours, le maire de la ville voit cet immeuble. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. À peu près comme tous ceux qui nous regardent du côté d'Yaoundé. On vous salue. Bonjour. On marque une courte pause, on revient.